Ok. Non. Hop. Tac, moi je teste aussi pendant ce temps. Ok. Bon, donc moi je vais enregistrer de mon côté, toi aussi, et après je t'enverrai le fichier comme ça, il y Ah, aura tu une meilleure peux. qualité. Nickel, nickel. Parce que ça m'arrange beaucoup. Parce qu'au cas où je rate quelque chose avec mes enregistrements. Oui, euh, oui, non, mais faut toujours enregistrer. Enfin, il vaut mieux trop d'enregistrement que pas assez. Ah, ben génial. Tu as mon mail du coup pour tout m'envoyer? C'est bon? Je te mettrai ça dans WhatsApp, dans WhatsApp, n'importe quoi, dans Skype. D'accord, tip top. Hop, tac. J'aimerais bien avoir ta vidéo du coup. Ah, ma vidéo? Ah, mais je croyais que c'était que audio, ton interview. Ouais, mais je me dis, si l'enregistrement est bon, moi j'aimerais bien faire aussi un montage vidéo pour LinkedIn, hein, c'est possible, hein, en native, ils adorent ça sur LinkedIn, tu sais. Mais bon, on Oh, peut. bah, t'aurais dû me le dire avant. Ah, Normalement, t'aurais pardon. reçu la checklist avec Ouais, les trucs parce que là, du coup, j'ai rien préparé. Moi, dans mon assistante avait dit audio. ouais, Donc, bah du c'est coup, ça, elle a raison. je me Ok. suis mis dans mon truc d'enregistrement audio, donc c'est pas le même endroit. Et du coup, il y a une meilleure qualité de son, mais il n'y a pas de quoi faire une Ah vidéo. bah écoute, no suicide, no suicide. Alors toi, ça enregistre, c'est bon, on est parti? Oui, alors juste, tu peux me partager un peu ce que ton audience attend, enfin, pourquoi ils te suivent en fait? Quel problème ils essaient de résoudre avec toi? Alors, moi, je travaille, comme je l'ai dit à ton assistante, sur l'essentiel, c'est les relations presse. J'aide les entrepreneurs à avoir leur voix dans les journaux. Et surtout, ce qui se passe depuis quelques temps, c'est que mon audience, et c'est pour ça que ça m'intéresse de t'interviewer, euh, j'ai pas mal de multipotentiels dans mon audience, beaucoup de gens qui se retrouvent pas dans le système actuel, c'est-à-dire qui créent une boîte parce que en fait, soit leurs études, soit leur job leur correspondent pas, tu vois, avec tous les échanges que j'ai. Et c'est vrai que chaque fois que j'écris des posts là-dessus, ça réagit très très fort. Voilà, donc j'ai une audience qui me correspond en fait parce que euh, j'ai été identifié multipotentialiste et c'est vrai que on est tous une comment dire une communauté qui se retrouve pas dans ce qui se passe actuellement où il faut vraiment être expert dans un domaine et dès que je parle de tout ça, voilà, ça réagit fort. C'est pour ça que ça m'intéressait de t'avoir, quoi, tout simplement. Bon, ok, ça marche. Voilà. Eh bien, je lance l'enregistrement Moi, ça a commencé. de mon côté. Ok, on va aussi lancer l'enregistrement sur Skype. Comme ça fait voilà, plein de backups possibles. Et je lance même l'enregistrement sur Audacity. Il n'y aura que ma voix par contre. D'accord. Ok, bah écoute, attends, déjà on va faire un méga clap pour que tu puisses synchroniser les pistes plus facilement si besoin est. Et voilà, je suis à toi. Parfait. Donc, Olivier, bonjour. Je, Bonjour Damien. je vais commencer par te présenter à mon audience. Donc, tu as arrêté tes études à 18 ans, c'est bien ça. C'est ça, Un an plus tard, en juillet 2000, tu crées ta première entreprise, iPro. exactement. C'est une société de services de dépannage informatique. Oui. Euh, Rapidement, tu atteins un chiffre d'affaires de 230 000 euros avec 3 employés. OK? Oui, enfin, alors rapidement, ça dépend comment tu appelles rapidement, on va dire en quelques années, quoi. Quelques Disons années. que par rapport au niveau d'expérience que j'avais qui était de zéro, Mhm. et le nombre de relations que j'avais qui était de zéro aussi, on va dire que c'était relativement rapidement, ouais. D'accord, OK. Ensuite, lorsque j'ai lu tes textes, c'est que lorsque j'ai fait mes recherches, préparé l'interview, revers de la médaille, ce qui se passe, c'est que tu bosses énormément, 70 heures par semaine. Exactement. Et tu perçois aussi assez vite que le web, c'est une super opportunité dans le blogging, mais tu n'as pas le succès de suite. Tu testes des choses. Ah ouais, c'est clair. Oui, non, j'ai pas eu du succès tout de suite, non. Voilà. Et c'est ta lecture du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, en 2008, qui change tout. C'est une vraie révélation. Bah, disons que c'est pas tant ça qui m'a apporté le succès dans le Ouais, blogging, mais ça m'a montré en fait pourquoi, enfin, une autre voie, si tu veux. Comme tu l'as dit, bah, je travaillais énormément et ça a été le problème finalement.
Tu sais, quand tu crées ta boîte, de toute façon, tu es tout feu, tout flamme, donc t'es pas très grave si tu travailles énormément. Mhm. Mais au bout de quelques années, bah, j'en avais marre de faire 60-70 heures par semaine. Je voulais un meilleur équilibre dans ma vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que cette boîte que j'avais créée pour devenir libre, bah, était en fait devenue une prison. Parce que c'était ma seule source de revenus. Je ne voyais pas comment la vendre, je ne voyais pas comment diminuer mon temps de travail sans mettre en péril la rentabilité. En tant que gérant d'entreprise en France, je n'avais pas le droit au chômage, donc je ne pouvais pas juste l'arrêter comme ça. Et du coup, bah, je me suis dit, mais c'est dingue, j'ai créé cette boîte pour devenir libre et en fait, je suis prisonnier de celle-là. Maintenant, je peux rien faire d'autre en fait. Et donc, je me suis mis en quête d'une solution à ça, et ça n'a pas été facile, hein, ça m'a pris plusieurs années. D'abord, j'ai commencé à explorer le blogging, effectivement, mais ça marchait pas. Bon, mon premier blog n'a pas du tout marché. C'est normal, hein, puisque j'ai fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire. Et après, j'ai découvert la semaine de 4 heures qui, là, m'a mis une énorme baffe parce que ça m'a montré que c'était possible d'avoir une entreprise au service de sa vie plutôt que sa vie soit au service de son entreprise. Ça m'a conforté dans ma volonté de créer une boîte sur le web, mais c'est pas ça qui m'a donné non plus la méthode, si tu veux, pour réussir avec le blogging. Mais disons que je me suis dit, OK, il faut que je continue, je vais créer d'autres blogs, on va essayer d'autres méthodes, essayer de me former aussi sur le sujet, on va voir ce que ça va donner. Et au final, ça a payé sur le long terme. Ça a payé sur le long terme parce qu'après, donc, du coup, tu fais des recherches, tu te dis, bon, il y a d'autres livres qui peuvent me permettre d'avancer, et c'est là que tu crées dans ton blog des livres pour changer de vie, qui connaît, lui, un grand succès. Oui, bah en fait, c'est dingue parce que j'ai toujours aimé lire. Mhm, Ça a toujours été une passion. mhm, Et en fait, j'ai fait une énorme erreur, qui est l'erreur la plus dramatique de ma vie, c'est que pendant les 8 premières années de ma carrière d'entrepreneur, je n'ai lu aucun livre de business. En fait, je lisais que des livres de fiction. mhm. Et en fait, quand j'ai eu la semaine de 4 heures, ça m'a mis une baffe énorme parce qu'en un week-end, ça a complètement changé ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans. Et j'ai continué dans cette voie. J'ai lu en fait un livre que Tim Ferriss recommande à la fin de son livre, ce qui est The E-Myth de Michael Gerber, qui a été traduit récemment par le mythe de l'entrepreneur. Hein. Et en fait, que j'ai lu 15 jours après. Et là, bam, ça m'a remis une deuxième baffe. Donc j'avais les deux joues rouges, tu vois. Parce qu'en fait, Michael Gerber expliquait exactement quel était mon problème, pourquoi je m'étais enfermé dans ma propre boîte, pourquoi c'était devenu une prison et pourquoi je travaillais autant. Et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais c'est dingue, parce que j'étais persuadé, alors sans avoir jamais challengé cette croyance, que j'étais le seul au monde à avoir ce problème. Alors que pas du tout, en fait, c'est extrêmement courant. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre du livre, c'est Le mythe de l'entrepreneur, parce qu'il dit, la plupart des entrepreneurs créent leur boîte pour devenir libres et ils se retrouvent prisonniers de leur propre entreprise. Et là, je me suis dit, waouh, quand même, si en 15 jours, je lis 2 bouquins qui changent complètement ma conception d'un métier que je pratique depuis 8 ans, j'aurais peut-être quand même me mettre à lire d'autres livres de business ou même d'autres livres pratiques, parce que s'il y a des livres comme ça aussi bons, si j'en lis juste quelques-uns, ça peut complètement changer ma vie. Et je me suis mis en quête d'une liste des meilleurs livres de business du monde et je suis tombé sur la liste du Personnel MBA qui à l'époque c'était 77 livres dans 24 catégories. Aujourd'hui, il y en a 99. J'ai commencé à en lire quelques-uns et je me suis pris des baffes à chaque fois. Et c'est là où j'ai eu l'idée, en fait, je me suis dit, mais si j'ai fait cette erreur alors que j'adore lire, je suis sûr que je ne suis pas la seule, qu'il y a probablement des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui gagneraient à lire des livres pratiques et qui ne le font pas parce qu'on ne leur a jamais dit, qu'ils n'ont jamais eu l'idée. Et que voilà, je veux dire, ça nous est tous arrivé que quelqu'un nous dise, donne une idée qui est extrêmement simple, sauf qu'on n'y avait pas pensé tout seul. Et quand on l'écoute, on se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Sauf que, bah voilà, voilà, on n'y a pas pensé. Et voilà, je me suis dit, je vais diffuser ça. Et en plus de ça, bah, ça va aussi être un moyen pour moi de me motiver. Parce que je me suis dit, OK, là, j'ai découvert qu'il y a des livres exceptionnels à lire. Bon, moi, je me connais. Au début, je vais être tout feu, tout flamme. Je vais en lire pas mal. Puis après, voilà, au bout de quelques semaines ou mois, je vais commencer à me démotiver, à réduire ma cadence. Je me suis dit, comment je peux faire pour vraiment me créer une contrainte pour rester motivé et lire des livres régulièrement. Et je me suis dit, bah, je vais aussi créer ce blog pour annoncer au monde que je vais lancer un défi de lire un livre par semaine pendant 52 semaines et d'en publier le résumé sur ce blog, donc des livres pour changer de vie. C'était une manière, si tu veux, de me créer une contrainte sociale externe. Et puis, voilà, enfin, il y avait plein de motivations qui m'ont créé à créer ce blog. Je voulais aussi partager, en fait, parce que mon idée, c'était pas seulement de lire des bouquins, vu que j'avais la chance d'être entrepreneur, c'est d'appliquer ce que j'apprenais dans ma boîte et de partager ce que ça a apporté. Et je me suis dit, bah, je vais aussi le partager sur ce blog. Enfin, il y avait plusieurs approches, si tu veux, qui m'ont conduit à créer ce blog.
Et effectivement, c'est ce blog Des livres pour changer de vie qui est le troisième blog que j'ai créé, qui m'a permis de devenir blogueur professionnel, de gagner de l'argent sur le web et puis d'avoir une véritable entreprise sur le web qui aujourd'hui me permet d'inspirer des centaines de milliers de personnes chaque mois, de gagner plus d'argent que dans mes rêves les plus fous et de me donner une liberté totale parce que ce business est entièrement sur Internet. Donc déjà, j'ai pas besoin d'être quelque part. Ça veut dire que depuis 2011, je voyage en moyenne 6 à 9 mois par an. Hein. Et voilà, c'est juste un kiff absolument incroyable. Tu parles notamment de Blogueur Pro, c'est ta formation au Oui. blogging, hein, pour que les gens puissent vivre de leur passion et du blogging, c'est bien ça? Exactement, en fait, quand je suis commencé à devenir blogueur professionnel, en fait, donc mon blog Des livres pour changer de vie, au bout d'1 an, il avait une bonne audience. Donc, je leur ai demandé, en fait, comment vous voulez que je vous aide, en fait? Parce que j'avais compris quand même assez tôt que la publicité et les placements de produits, ça rapporte rien du tout, à moins d'avoir une audience énorme. Et en général, pour avoir une audience énorme, il faut plutôt être dans le divertissement. Alors, pas forcément, mais disons que c'est plutôt du divertissement. Moi, j'étais pas dans le divertissement et je me suis dit comment je peux aller plus loin. Donc, avec l'aide d'un consultant marketing, on a réfléchi ensemble et on s'est dit je vais proposer je vais demander à mon audience comment je peux les aider avec une formation ou un atelier ou tu vois un podcast Mmh. payant. Enfin, je savais pas trop la formule. Et je me suis dit avec une formation payante. Et la majorité de mon audience m'a répondu nous, on sait que tu es entrepreneur depuis ça faisait à l'époque 9 ans. Ouais. Oui, 9 ans. En plus, ça faisait 8 ans que je faisais partie du jury d'une structure qui finançait des entreprises sur l'île, donc j'avais passé une centaine de dossiers. Enfin, j'avais beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et ils m'ont dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous aides à arrêter de procrastiner et à créer notre boîte. Donc, je me suis dit, c'est génial parce que ça, c'est un truc que je kiffe en plus. Donc voilà, donc j'ai créé ma première formation qui s'appelle toujours, mais bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, Agir et réussir, et qui, en fait, partageait comment dépasser la procrastination, se mettre en route concrètement dans un projet de création d'entreprise, puis comment arriver à créer sa boîte, plutôt une boîte physique, hein, c'était pas focalisé sur les boîtes du web, même s'il y a des gens qui ont créé leur entreprise en ligne avec ça. Mais voilà, c'était plus boîte physique, ça partait de mon expérience directement. Et ça, c'est cette formation qui m'a permis, en fait, de gagner un véritable chiffre d'affaires d'entreprise, puisque quand je l'ai sorti en décembre 2009, le chiffre d'affaires du blog est passé de 300 € par mois, qui venait principalement de commissions Amazon et un petit peu de pub AdSense, à 3000 € par mois. Et quand j'ai ressorti la formation quelques mois plus tard avec un gros lancement public, avec des partenaires, des vidéos, là, le chiffre d'affaires est passé à 14 000 € par mois, ce qui a permis au projet d'atteindre le statut de véritable entreprise, puisque ça permettait d'atteindre un chiffre d'affaires de TPE. Et à partir de ce moment-là, j'ai revendu progressivement ma première entreprise sous forme de portefeuille client. J'ai commencé à voyager dans le monde entier. Et voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est génial quand même, c'est incroyable d'avoir atteint un tel succès. Et en tout cas, par rapport à mes ambitions d'origine, tu vois, moi, mon ambition d'origine, c'était juste de gagner 2000 € par mois et puis de voyager, tu vois, donc de me libérer un peu. Là, c'était largement au-dessus. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et quand je regardais, en fait, ce que faisaient la plupart des autres blogueurs en francophonie à l'époque, donc là on est en début 2010, hein, y compris les blogueurs professionnels, donc qui gagnaient aussi un revenu significatif, l'écrasante majorité, quand je dis l'écrasante, c'était probablement 99% d'entre eux se basaient sur la pub et le placement de produits. Ce qui fait que tu avais des gens qui avaient un trafic 10 fois supérieur au mien et qui n'étaient même pas au SMIC. Tu vois. Et quand j'ai vu ça, je me disais, mais c'est dingue, il y a vraiment un manque d'éducation à ce niveau-là en francophonie. Et alors que je voyais bien qu'aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, la plupart des blogueurs professionnels se basaient justement sur le même business model que le mien, qui était de vendre des produits et avec un petit peu d'affiliation à côté. Tu vois. Et donc je me suis dit, clairement, il y a un manque dans le marché francophone. Je vais enseigner ça, donc je vais faire une formation pour enseigner aux gens comment devenir blogueur professionnel avec ce nouveau business model qui est quasiment inconnu en francophonie. Et c'est ce qui m'a amené à créer ma formation Blogueur Pro, qui est rapidement devenue la formation best-seller parce qu'elle a eu des résultats qui ont rapidement éclipsé ceux d'Agir et réussir. Et ce qui fait que je me suis focalisé sur cette formation lors des dernières années. Puis aujourd'hui, voilà, je suis ravi de dire, honoré de dire que j'ai aider des milliers d'entrepreneurs dans toute la francophonie avec cette formation. Il y a plus d'une centaine d'études de cas en vidéo qui ont été
qui sont là, voilà, qui sont publics, hein, qui sont sur mon blog, Blogueur Pro, et sur ma chaîne YouTube. Et j'ai pas mal de mes élèves qui ont réussi, qui sont aujourd'hui des leaders de leur secteur. Et ça, c'est une belle réussite, j'en suis heureux. Bah écoute, c'est un modèle à suivre du coup. Maintenant, ce qui nous amène aujourd'hui pour cette interview, c'est que c'est ton tour de faire un livre qui va inspirer les gens. Toi, tu as été inspiré dans le passé pour t'aider. Et donc, on est dans à la la nouvelle édition de ton livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Euh, Tu as déjà vendu 70 000 exemplaires de ce bouquin. On est d'accord? C'est ça. Tout format confondu, D'accord. audio, numérique, papier. Ouais. Comment t'expliques justement qu'un livre sur le fait de l'entrepreneuriat, sur comment est-ce qu'on peut devenir maître de sa vie, créer son entreprise au service de sa vie, pourquoi à ton avis ça a un retentissement aussi fort actuellement? Ah, écoute, c'est une bonne manière de poser la question. Bon, parce que c'est sûr aussi que j'ai beaucoup donné dans ce livre. Tu vois, j'ai passé 4 ans à l'écrire, alors pas à temps complet, mais quand même. Il y a plus de 400 références scientifiques, donc ça a bien plu. Mais c'est vrai aussi que ça s'inscrit dans un mouvement global. On peut voir quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. En France, en particulier, aussi dans d'autres pays francophones, mais en France en particulier, il y a un manque criant d'état d'esprit entrepreneurial, par comparé à d'autres pays comme voilà, les pays anglo-saxons ou même des pays francophones comme la Suisse, le Québec ou même la Belgique. Hein, même la Belgique. Et bon, ça vient de plein de facteurs historiques, sociétaux, etc. Mais c'est en train de changer. On sent que voilà, puis il n'y a pas si longtemps, c'était pas très bien vu d'être entrepreneur. Finalement, là, c'est quand même en train de changer pas mal. Puis les gens se rendent compte aussi que la société change, qu'on va justement vers davantage d'autonomie individuelle. C'est-à-dire que c'est aussi un des messages que je donne dans le livre. C'est, tu vois, je fais toute la première partie, c'est une critique du système éducatif Ouais, on va y venir. et des solutions. Voilà, pour contourner ça. Mm. Et une des critiques que je donne, c'est voilà, le problème du système éducatif, c'est qu'il a une inertie énorme. Déjà, il a été conçu sur des principes philosophiques qui datent du 19e siècle, qui sont toujours dans l'inconscient collectif de ce système-là. Et il a une inertie énorme et ça met des années et en général des décennies pour aboutir à la moindre réforme. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, tu as la société qui avance de plus en plus vite et que du coup, quand une réforme aboutit, de toute façon, la société, elle a tellement avancé qu'elle est quasiment caduque, tu vois. Donc, le système éducatif, il a toujours un train de retard. Donc, ça implique que aujourd'hui, c'est super important de savoir apprendre par soi-même et surtout de savoir apprendre tout au long de sa vie. Donc, tu vois, là, on a déjà cette notion d'autonomie de l'individu qui doit être capable de pouvoir apprendre tout au long de sa vie parce que sinon, il va être complètement largué par l'évolution de la société. Et au-delà de ça, aussi l'autonomie dans le sens où, de plus, ça va être important d'être capable de se créer soi-même des sources de revenus. D'être capable d'avoir soit un complément de revenus via des petits business à côté ou carrément de pouvoir créer des entreprises. Je veux dire, un des arguments que je donne, tu vois, dans le livre, c'est que, alors, quand le livre a été publié en 2016, déjà, tu vois, je donnais les chiffres de financement de la retraite, et je disais, mais voilà, comment on voit bien qu'on va droit dans le mur, et que, grosso modo, qui va payer les réformes des retraites? Et je dis, le rebelle intelligent qui est autonome, n'a pas besoin du gouvernement pour se constituer sa retraite. Il voit que le système va droit dans le mur, que c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, on peut faire le même parallèle entre l'inertie du système éducatif et l'inertie du système politique et de la société pour faire une réforme indispensable, en l'occurrence la retraite. Puis bon, là, l'actualité fait qu'on est en plein dedans, n'est-ce pas? Je veux dire, voilà, les gouvernements successifs, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent parce qu'ils voient bien qu'on va droit dans le mur. Tout le monde sait qu'on va droit dans le mur, mais n'empêche que c'est super chaud de faire les réformes nécessaires. Alors bon, est-ce que tu attends des décennies que les réformes soient faites ou tu décides en tant qu'individu responsable, autonome, intelligent, de contourner par toi-même les limites du système pour trouver par toi-même les solutions à ce problème? Et moi, ce que j'encourage, c'est de dire aux gens, vous pouvez vous créer votre propre retraite, vous n'avez pas besoin du gouvernement pour ça. Et de toute façon, c'est illusoire d'attendre que le gouvernement fasse le boulot pour vous. Et dans le pire des cas, je veux dire, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire si le gouvernement arrive à faire les retraites, de toute façon, si vous aussi vous avez mis en place votre propre retraite indépendante, vous ne serez pas plus mal loti. Dans tous les cas, vous serez mieux loti. C'est aussi d'ailleurs, je cite Jacques Attali dans mon livre, c'est très ironique parce qu'il a été quand même le conseiller de 3 présidents de
la République, et il a écrit un article il y a quelques années qui a fait l'effet d'une bombe où il disait n'attendez rien du gouvernement. En gros, il a dit voilà, il faut vous débrouiller par vous-même. Il faut toujours agir comme si vous n'avez rien, comme si le gouvernement n'allait rien faire pour vous, parce que de toute façon, vous êtes gagnant. Si le gouvernement n'a rien fait, eh ben dans ce cas-là, génial, vous êtes débrouillé, vous êtes bougé les fesses pour mettre en place votre propre solution, bravo. Si le gouvernement, il a fait les réformes nécessaires pour que ça aille mieux, non seulement vous en bénéficiez, mais vous bénéficiez aussi de vos actions. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant. Et donc, voilà, je pense que les gens comprennent de plus en plus ça, que de plus en plus que... et je pense en France en particulier, tu vois, moi je voyage beaucoup, ça fait aussi des années que j'ai quitté la France, que je vis à l'étranger, donc ça me permet aussi de voir, tu vois, par contraste, les avantages et les inconvénients de notre culture. Et clairement, voilà, la France, il y a une vraie inertie dans la société, un manque de pragmatisme certain qui fait que à la moindre réforme, tu as la moitié de la France dans la rue. Bon, la moitié exagère un peu, mais en tout cas suffisamment pour que ça bloque les choses. Et les gens le voient de plus en plus, tu vois. Et de plus en plus, les personnes en ont un peu marre de cette inertie et comprennent que ça passe aussi par eux, la solution, et qu'ils peuvent se débrouiller sans ça. Donc je pense que ça s'inscrit dans un mouvement global de prise de conscience, alors lente quand même, hein, mais quand même qui existe, qui est en train de bouger. Et le livre est là pour accompagner ces personnes qui font cette prise de conscience et puis qui veulent devenir plus autonomes, plus débrouillard et voilà. Et c'est clairement un état d'esprit très français. Alors ça existe aussi dans d'autres pays, hein, mais je veux dire en France vraiment. Je veux dire, tu vois, dans les pays anglo-saxons, les gens ils défilent dans la rue, grosso modo, pour dire au gouvernement arrêtez de nous embêter, laissez-nous tranquilles. Les gens en France, ils défilent plutôt dans la rue pour dire au gouvernement résolvez nos problèmes pour nous, tu vois. Donc ça, c'est clairement voilà, un trait culturel qui est important, mais qui est de moins en moins efficace. Mmh. Du coup, toi, tu cites souvent le terme de rebelle intelligent. Ta définition du Oui. rebelle intelligent, c'est ça, c'est quelqu'un qui va être plus autonome, plus débrouillard, décider de prendre son destin en main, et on y revient, de créer son entreprise au service de sa vie, c'est ça? Alors, pas forcément de créer son entreprise, Mmh. prendre son destin en main, oui, c'est plutôt ça la clé. En fait, j'appelle rebelle intelligent des gens qui ressentent intérieurement un appel à réussir autrement. Tu vois, à qui comprennent que tu vois, tout ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire passe le plus gros diplôme possible, puis fais du métro boulot dodo pendant 40 ans, et puis éventuellement tu profiteras de la retraite, enfin de la vie quand tu seras à la retraite, c'est pas quelque chose qui va être suffisant pour eux pour s'épanouir. Et ça peut être d'ailleurs d'autant plus paradoxal que parfois, ces rebelles intelligents, ils ont tous les signes extérieurs de succès. Tu vois, ils ont un beau diplôme, un bon job, dans une belle boîte, une belle maison, une belle famille, etc. Mais il leur manque un truc. Et typiquement, ce truc qui leur manque, ça passe par la création. C'est par la création qu'ils vont véritablement s'épanouir. Et donc, ça peut être une création artistique, tu vois, comme écrire un livre, écrire une pièce de théâtre, que sais-je encore. Ça peut être la création de sa propre aventure, comme, tu vois, faire le tour du monde pendant 1 an. Ça peut être la création de sa propre boîte. Mais ça passe toujours finalement par le fait de créer son propre chemin, en fait. Voilà, de tracer ses propres sillons et d'explorer sa propre voie qui passe pas forcément par les voies déjà empruntées moult fois par la plupart des gens et qui sont aussi les voies qui sont recommandées par le système. Et donc, voilà. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un cadre qui a bien réussi. Ça peut aussi être quelqu'un à l'école qui a de très bonnes notes ou pas, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Le plus important, c'est de ressentir cet appel au fond de soi. Malheureusement, beaucoup de rebelles intelligents ne sont pas forcément, comment dire, disons qu'ils n'ont pas forcément une conscience claire de tout ça. Ce que je dis, c'est que ça a été une de mes missions avec Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je me suis dit en fait. En France, dans d'autres pays aussi, mais en France, il y a des tas de gens, en fait, c'est des braises. Elles sont prêtes à prendre, il leur faut juste une petite brise, et ça peut faire des magnifiques, tu vois, feux, plein de chaleur, plein de lumière. Et le problème, c'est qu'on les a mouillées toute leur vie, donc elles n'ont jamais pris. Et c'est aussi un reproche que je fais au système, c'est que le système scolaire et même le système sociétal dans son ensemble n'est pas conçu pour les iconoclastes, les rebelles, les créatifs, les gens qui tracent leur propre sillon, les aventuriers, etc. C'est pas conçu pour ça. Et quand tu regardes les raisons de tout ça, en fait, c'est parce que, voilà, quand le système éducatif a été créé, grosso modo, dans la plupart des pays occidentaux, c'était vers la fin du 19e siècle. Quand tu regardes en France, c'était en 1884 que
eh bien, Jules Ferry a instauré l'école obligatoire et gratuite pour tous. Quand tu regardes eh bien, les objectifs de l'époque, c'était pas compliqué. Il fallait donner une éducation aux citoyens qui permettait aux gens d'être productifs dans la société de l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait des bons employés, des bons ouvriers, des bons soldats. Et surtout pas des gens qui pouvaient eh bien, donner des coups de pied dans la fourmilière. Il faut quand même se rendre compte qu'en 1884, c'était 14 ans après la Commune, la Commune qui était une révolution communiste sanglante de Paris, qui a été réprimée dans le sang, et les politiques se méfiaient énormément des gens autonomes à l'époque, parce que ça pouvait clairement, à l'époque, ça rigolait pas, c'était pas comme aujourd'hui, ça a amené à des vraies révolutions, des gens qui se tiraient dessus, des vraies boucheries. Donc voilà. Et voilà, le système a été conçu pour donner l'éducation suffisante aux gens pour être productifs dans une société industrielle et être aussi, comment dire, être soumis à l'obéissance d'une autorité. Et le système a été conçu comme ça dès le début, avec un prof, un maître, qui était eh bien, voilà, le dépositaire du savoir sur son estrade, dont on ne pouvait pas remettre en cause l'autorité, avec un système aussi qui était assez proche de l'organisation d'une usine, avec des sonneries, tu vois, pour déterminer le début et la fin des cours, etc., etc. Alors, bien sûr, depuis, le système a évolué, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de choses qui sont issues de ces principes philosophiques, qui n'ont jamais été vraiment remises en cause, notamment parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dans l'inconscient collectif. Ce n'est pas des choses dont on parle à l'école et dont la plupart des profs et des étudiants et des gens qui conçoivent le système ont conscience aujourd'hui. Alors voilà, on va dans une société qui va demander de plus en plus d'autonomie, de créativité, pour des tas de raisons, dont celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, donc voilà, les rebelles intelligents, si tu veux, ils peuvent ne pas avoir conscience de tout ça parce qu'ils n'ont pas été dans un système qui les met en valeur, et ils peuvent juste avoir l'impression, parfois, ils doivent se dire, mais je sais pas, il y a un truc qui va pas avec moi, tu vois. Donc moi, un de mes objectifs avec ce livre, c'est déjà de leur dire, ne vous inquiétez pas, vous êtes normaux, il y en a d'autres comme vous n'êtes pas la majorité, mais vous êtes une minorité active, et en fait, c'est une chance d'être un rebelle intelligent. Laissez-moi vous montrer une manière et des méthodes et des stratégies pour tirer le meilleur de votre personnalité. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir, là récemment, il y a quelqu'un qui a publié un commentaire sur Amazon qui disait, en lisant ce livre, j'ai découvert non seulement que j'étais un rebelle intelligent, mais que j'avais jamais eu le manuel d'utilisation. Et quand j'ai lu ça, je me dis, bah voilà, il a complètement compris mon message et la mission que je vais accomplir avec ce livre. Voilà, c'est ça, parce que ton livre, disons-le très clairement, c'est pas qu'une critique du système scolaire, du système en général, c'est aussi tu donnes une ligne de conduite, tu donnes des astuces, tu donnes des conseils, c'est bien ça, c'est un manuel pour celui qui veut créer son propre avenir. Exactement, bah non, je ne me suis pas contenté de critiquer, bon c'est facile de critiquer, bon même si là en l'occurrence j'ai quand même vraiment appuyé ma critique avec un maximum de recherche, comme j'ai dit, il y a plus de 400 références scientifiques dans ce livre, voilà, mais voilà, j'ai vraiment toujours voulu donner aussi des solutions pour contourner les problèmes. Donc déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est illusoire d'attendre une réforme du système éducatif, vous serez probablement bien avancé dans votre carrière ou même à la retraite quand ça arrivera, donc voilà, prenez conscience des limites du système, et puis voilà, je veux dire, c'est comme tout système humain, il est imparfait, donc voilà, et puis je suis pas non plus en train de dire que tout est acheté, bien sûr que non, il y a des bonnes choses à prendre aussi dans ce système-là, notamment, bon, ça fait quand même un bon job pour enseigner les bases qui sont lire, écrire, compter, ça c'est clair, ça permet aussi aux jeunes d'apprendre à socialiser, j'aime bien dire aussi que l'école, c'est important parce que ça vous permet d'entrer en contact avec l'incompétence, et que c'est une compétence très importante à acquérir, et je pense d'ailleurs que c'est pas un mal absolu d'avoir des mauvais profs. Alors, les mauvais profs peuvent faire quand même pas mal de dégâts, mais au moins, ça a l'avantage de vous mettre en contact avec l'incompétence. Parce que forcément, à un moment de votre vie, vous allez être en contact avec quelqu'un qui sera dans une position de pouvoir par rapport à vous, que ce soit un boss ou quelqu'un dans l'administration, et qui sera incompétent. Alors, il faut apprendre à gérer ça, parce que ça fait partie de la vie. Malheureusement, on n'a pas trouvé de formule magique pour faire en sorte que ces gens incompétents n'arrivent pas dans les métiers où ils sont incompétents, justement. Donc, forcément, ça arrive. Et voilà. Après, je suis pas en train de dire que du coup, il faut encourager à ce qu'il y ait des profs incompétents, mais voilà, ça fait partie des avantages de l'école. Bon, donc il y a quand même des avantages. Mais voilà, c'est pas parfait. Et c'est important de prendre conscience de ces limites-là, parce qu'on n'en parle pas assez. Trop souvent, le système éducatif, c'est vu comme une sorte de vache sacrée intouchable qu'on n'a pas le droit de critiquer. Et voilà, on parle jamais de tous ces trucs-là à l'école. Donc, c'est important d'en avoir conscience et de savoir contourner
ses limites par soi-même, que ce soit pour soi ou pour ses enfants. Et voilà, et donc je donne des pistes, des stratégies, des méthodes, et notamment, je partage les découvertes des neurosciences de ces dernières décennies sur les meilleures manières d'apprendre. C'est aussi un énorme reproche que je fais au système scolaire, je suis loin d'être le seul à le faire, c'est que l'école je ne sais pas pourquoi, le système scolaire est incapable de tenir compte des découvertes neuroscientifiques et de les mettre en application dans les méthodes pédagogiques. C'est juste pas capable. Ça n'arrive pas. Il y a des découvertes qui ont été faites il y a des décennies qui sont toujours pas implémentées à l'école. Pour donner un exemple, la répétition espacée, ça fait depuis les années 30 que les scientifiques s'intéressent à ça. Et déjà dans les années 30, il y avait des preuves solides que c'était si ce n'est la meilleure méthode pour apprendre. En 86, tu as des scientifiques américains qui ont écrit un article qui avait avec un titre très évocateur. Le titre, c'était quelque chose du genre la répétition espacée, une analyse de l'échec du système scolaire à l'implémenter. Et il disait dans cet article, en 86, on ne comprend pas pourquoi le système scolaire est incapable de mettre en pratique cette méthode qui clairement fonctionne mieux que la méthode analogique qui est utilisée. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, c'est toujours le cas, c'est pas implémenté. Et d'ailleurs, je partage qu'est-ce que c'est que cette répétition espacée, comment l'utiliser. Et moi-même, j'utilise, c'est cette méthode que j'utilise pour apprendre le portugais tout seul, enfin quasiment tout seul, alors que je ne vis pas dans des pays lusophones. Et là, il y a 1 mois et demi, j'ai donné une conférence d'1 heure devant 500 personnes en portugais pour la première fois. C'était un grand défi pour moi, mais j'y suis arrivé. Et clairement, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu faire après mes 4 ans d'anglais à l'école. Donc, voilà, donc, il y a plein d'exemples comme ça. Mais donc oui, je te propose des solutions comme la répétition espacée et d'autres choses. Et surtout, c'est des choses que vous pouvez tester par vous-même et que vous pouvez implémenter dans votre vie maintenant et aussi que vous pouvez recommander à vos enfants. Oui, parce que tu rappelles une chose très claire, c'est qu'on doit réapprendre à apprendre. Oui, et c'est aussi une critique que je fais du système. On Ouais. peut passer 20 ans ou plus de sa vie sur les bancs de l'école, on ne nous Mmh. apprend pas à apprendre. Mmh. Mmh. Comment t'expliques ça? Mmh. C'est une aberration. C'est une aberration. Donc, il faut aussi, ça fait partie des compétences de base. Tu veux, une autre critique que je fais du système, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui en sortent avec un diplôme en poche et qui pensent plus ou moins consciemment qu'ils n'auront jamais plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. Ils se disent, ah, c'est bon, j'ai fini mes études, maintenant je peux bosser. Sauf que voilà, on peut prédire, on peut garantir à personne que son métier existera encore en 30 ans aujourd'hui. Tu as vu un peu les évolutions technologiques incroyables qui arrivent quasiment tous les jours. Et en tout cas, si notre métier existera encore en 30 ans, il sera probablement fortement chamboulé par l'arrivée de nouvelles technologies. Donc, c'est une compétence de base aujourd'hui. Il faut être capable et avoir l'envie et avoir la méthode pour apprendre tout au long de sa vie. Sinon, à un moment, on va se retrouver largué et on va faire partie de tous ces gens qui défilent dans la rue pour défendre un monde qui n'existe déjà plus. On va se retrouver comme les chauffeurs de taxi qui se réveillent un jour et qui se rendent compte que leur métier va disparaître très vite parce qu'ils se sont fait disrupter par une boîte qui était créée à l'autre bout du monde. Tu vois. Donc, il faut c'est super important d'avoir cette agilité. Et on en revient à cette importance de devenir autonome dans son apprentissage, sa manière de gagner de l'argent, etc., etc. Il y a aussi un autre thème que tu abordes, c'est tu pousses les gens à se lancer même si c'est pas parfait. Tu vois, ça c'est contre-intuitif parce que c'est un petit peu contre ce que nous apprend à l'école où il faut être parfait, bien rangé, toi, tout nickel. Comment on peut faire du coup? Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui justement aurait ce côté perfectionniste et qui hésiterait à se lancer? Écoute, moi j'ai un double adage, c'est mieux vaut fait que parfait et mieux vaut fait que pas fait. Mmh. Et souvent en fait le perfectionnisme c'est une forme de procrastination intelligente qui nous pousse à pas agir en fait. Alors qu'est-ce que j'appelle la procrastination intelligente? Bon, il y a la procrastination bête et méchante que tout le monde connaît, qui est qu'en fait, voilà, tu vas par exemple te dire, ok, voilà, je vais me lancer dans un projet de création d'entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai passé, je sais pas moi, 1 heure ou 2 après que je reviens du boulot pour bosser sur mon projet, trouver des organismes à contacter, etc., etc. Et puis tu rentres du boulot et tu te fais une soirée Netflix. Bon, bah là, clairement, tu peux te triturer ça dans la tête comme tu veux. Tu peux pas t'empêcher de savoir que oui, là, tu as vraiment procrastiné et de ressentir de la culpabilité par rapport à ça. Donc ça, c'est la procrastination simple, bête et méchante. Mais il y a une forme de procrastination qui est beaucoup plus insidieuse, et qui fait qu'en fait, tu vas procrastiner tout en ayant l'impression que tu es un héros. Et donc, typiquement, ça consiste à s'ensevelir sous un monceau de tâches
qui extérieurement peuvent sembler être du travail, et même intérieurement qui peuvent sembler être du travail, et qui d'ailleurs c'est du travail, mais en fait c'est du travail qui t'amène à rien. C'est pas du travail prioritaire, c'est pas du travail, c'est pas l'essentiel, c'est pas ce que tu dois faire maintenant pour vraiment avancer dans ton projet. Donc en fait, tu vas avoir l'impression d'avoir avancé sur ton projet alors qu'en fait tu n'auras rien fait, et c'est une manière d'éviter de se focaliser sur ce qui est important, parce que souvent ce qui est important c'est ce qui nous fait peur en fait. Et du coup, tu arrives finalement à procrastiner aussi. Donc, le perfectionnisme, c'est une forme de procrastination intelligente, parce que tu vas te dire, voilà, je veux faire le truc, le blog ou le produit parfait, je vais passer des mois dessus avant de le sortir. Et du coup, le problème, c'est que toi, tu es en train de faire des théories sur la comète dans ta chambre, pendant qu'à ce côté de ça, tu as le reste du monde qui est en train de courir le plus vite possible en étant connecté au terrain. Et donc, tu es en train de perdre un temps fou. Et en plus, peut-être même que tu es tellement parti dans ton perfectionnisme que finalement tu vas arriver à rien du tout. Et c'est aussi une manière d'éviter de se confronter avec la réalité, en fait. Donc il faut faire attention à ça. Et il faut. Et c'est toujours. On a tous tendance à faire ce genre de procrastination, à la fois la procrastination bête et la procrastination intelligente. Moi, je ne suis pas le dernier. Hein. Et donc c'est important de se surveiller et d'essayer de se prendre sur le fait de ça et d'essayer de se corriger par rapport à ça. Une bonne question à se poser, c'est pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça fait partie des 20% d'actions qui vont apporter 80% de résultats dans mon projet? Et vous pouvez d'ailleurs vous faire un petit rappel sur votre smartphone, par exemple, pour que toutes les demi-heures ou toutes les heures, vous vous posez cette question. Ça peut être intéressant comme exercice. Donc voilà, le perfectionnisme, c'est souvent, comme on dit, le mieux, l'ennemi du bien. Moi, j'ai une approche qui est l'approche du Lean Startup. Hein. Donc le Lean Startup, c'est une méthodologie qui vient de la Silicon Valley, et qui consiste en fait à mettre en place ce qu'on appelle le produit minimum viable, c'est-à-dire le produit le plus simple possible avec le minimum qui demande le minimum d'énergie, d'argent, de ressources, mais qui quand même donne le cœur de ce que les gens recherchent pour se confronter le plus vite possible à la réalité du terrain. Parce que c'est un problème qui guette tous les entrepreneurs, y compris les meilleurs. C'est arrivé même à Steve Jobs. Hein, c'est de passer des mois, des années à bosser sur un produit en disant ça va être génial, le monde va kiffer. Et quand tu sors ton produit, tu te rends compte que tout le monde s'en fout, mais alors complètement. Et toi, tu as loupé, tu as eu un coup d'opportunité absolument énorme. Donc l'idée, c'est de se confronter le plus vite possible à la réalité du terrain. Je vais donner un exemple concret de ça, puisque moi j'ai pratiqué en fait le Lean Startup alors de manière imparfaite, sans le savoir avant même que ça soit conçu, hein, puisque ce qui m'a donné, si tu veux, le courage de créer ma boîte aussi jeune à 19 ans, voilà, je l'ai pas fait ça sur un coup de tête. En fait, ça faisait, moi j'étais un geek très timide, tu vois, les femmes, enfin les filles me faisaient une peur bleue. Donc comme beaucoup de gens dans cette situation, je me suis plongé dans l'informatique parce que l'informatique, ça a le double avantage d'être un monde passionnant et qui ne demande pas beaucoup d'interaction humaine. Et donc j'ai acquis des compétences en quelques années. Et donc j'étais pas complètement asocial, j'avais quand même des amis. Et avec un de mes amis, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens nous demandaient régulièrement de résoudre des problèmes qui leur paraissaient insurmontables et que nous, on résolvait en un claquement de doigts. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça? Tu vois, on avait remarqué que il y avait le service, le SAV des magasins était vraiment d'une qualité faible. Donc on s'est dit, pourquoi on ne gagnerait pas de l'argent avec ça? Et alors on aurait pu se dire, allez, on arrête nos études, on bosse sur le projet pendant 1 an, on demande des financements, puis on se lance. Mais on a été plus malin que ça, et on s'est dit, on va faire un test. On va passer une petite annonce dans un journal d'annonces local. C'était en 1999, donc c'était encore en francs. On a investi 60 francs à l'époque, donc ça fait à peu près 10 euros. Et on a eu 5000 francs de chiffre d'affaires en un mois, ce qui fait, je sais pas, 800 euros dans ces eaux-là. Et voilà, je veux dire, pour des jeunes qui étaient à 50 francs d'argent de poche par semaine, c'était juste incroyable. Et on a vu qu'effectivement, on n'était pas en train de faire des plans sur la comète et d'imaginer des trucs dans notre chambre en étant coupé du monde. On a vu les gens, on a pu régler leurs problèmes, ils étaient contents de nous voir, ils nous ont donné l'argent en main propre. Voilà un exemple de test simple, efficace, qui te confronte à la réalité du terrain. Et ça, c'est ce test-là qui m'a donné la confiance nécessaire pour me lancer dans mon projet. Alors mon ami, lui, a décidé de continuer ses études, mais moi je me suis dit, c'est parfait, de toute façon je m'ennuie terriblement à l'école, donc j'arrête l'école et je me lance dans mon projet. Et je pense pas que j'aurais eu la confiance nécessaire pour faire ça sans ce test. Et donc c'est ça, c'est la question que je vous invite à vous poser. Quel que soit votre projet aujourd'hui, quel est le test le plus simple, le plus facile à mettre en place et celui le moins coûteux en temps, en énergie, en ressources, que vous pouvez mettre en place donc maintenant dans votre vie et sans chambouler votre vie. Et en fait, tout ce
tous les sauts que j'ai fait dans ma vie qui m'ont amené à un nouveau niveau, je les ai d'abord fait sous forme de tests qui n'ont pas été chamboulants. Si on peut dire ça. Parce que je précise ça aussi parce que c'est important. Il y a grosso modo 2 écoles dans l'entrepreneuriat. Tu as la première école qu'on entend parfois qui dit voilà, brûlez vos navires derrière vous. Faites en sorte que vous ayez que 2 choix, réussir ou mourir. Soit vous cartonnez avec votre boîte, soit vous êtes à la soupe populaire à la rue. Moi, c'est pas du tout mon approche et j'ai jamais fait comme ça. J'ai toujours pris des risques mesurés. D'abord en faisant des tests comme ça et aussi en ayant un plan B au cas où ça ne fonctionnait pas, tout simplement. C'est ce que tu dis aussi, c'est que les gens qui veulent se lancer, tu leur expliques qu'ils peuvent très bien tester, ils ont un boulot, disons, ils peuvent tester à côté. On est bien d'accord, tu ne dis pas qu'il faut se lancer tout de suite. Hein, voilà. Ça rejoint tes propos. Tu parles aussi beaucoup de choses enfin, d'astuces sur. Tu parles de l'importance de la méditation. Tu parles de l'importance du sport aussi hein, pour le fonctionnement de notre cerveau. C'est pas des choses qu'on entend tous les jours, tout ça. Tu parles aussi de la force du rituel et des habitudes pour booster notre volonté. Est-ce que tu peux nous réexpliquer donc déjà la différence que tu fais entre le rituel et les habitudes et en quoi c'est important pour toi? Oui, bah, ça fait partie des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, alors que tu vois, ça entoure, si tu veux, l'éducation. Il y a pas mal d'études qui ont montré que la méditation booste les facultés d'apprentissage, tout comme la pratique d'un instrument de musique, tout comme la pratique du sport. Donc, tu vois, ça c'est le problème, c'est qu'on insiste. Bon, enfin, à l'école, on fait du sport, donc ça c'est bien, mais on n'insiste pas assez sur tout ce qui entoure aussi l'apprentissage. Parce qu'on peut apprendre les meilleures méthodes pour apprendre. Si on ne fait pas de sport, on sera désavantagé par rapport à quelqu'un qui en fait. Parce que notre corps sera moins adapté, notre cerveau sera moins adapté à l'apprentissage, tout simplement. Donc, mettre en place des bonnes habitudes et des rituels, ça aide justement à augmenter notre discipline, ce qui est aussi une habitude, ou en tout cas une compétence extrêmement importante. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'il vaut mieux être discipliné qu'être intelligent, que les gens qui ont de la discipline ont davantage de succès que les gens qui sont intelligents. Après, si tu es intelligent et discipliné, bien sûr, c'est encore mieux. Hein. Donc, voilà. Mais c'est vraiment une discipline, c'est une compétence importante à acquérir. Et voilà, donc comment mettre en place des habitudes et quelle est la différence? Alors, c'est une excellente question. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la différence entre un rituel et une habitude? Une habitude n'a pas forcément besoin d'être un rituel. Un rituel, ça va être quelque chose que tu vas faire et qui va te pousser à faire une habitude. Donc, je sais pas, par exemple, tu vas te dire, je vais faire un rituel de méditation ou, j'en sais rien, je vais mettre un bol tibétain, tu vois, sur ma table. Je vais faire en sorte que ma table de salon, par exemple, elle soit, enfin, ouais, ma table basse de salon, elle soit dégagée, que ce soit un espace clair. Je mets un bol tibétain dessus, je mets une petite bougie. Je fais en sorte que ça devienne un moment spécial, en fait. Et ça va m'aider à mettre en place mon habitude de méditation. C'est mais c'est vrai que c'est une bonne question. Tu vois, je réfléchis en même temps que je te parle. Ça peut, les limites peuvent être un peu floues entre les deux, et on peut probablement, en fonction du contexte, utiliser les deux comme synonymes l'un de l'autre. Parce que on pourrait se dire, oui, mais du coup, tu peux avoir l'habitude, quand tu médites, de mettre ton bol tibétain, ta bougie, etc. Ça fait partie de ton habitude. Dans ce cas-là, ok, tu vois. Mais je pense qu'on peut avoir une habitude qui soit pas un rituel. J'essaie de trouver des exemples. Par exemple, moi j'ai l'habitude d'utiliser Mosalingua pour apprendre le portugais tous les jours. J'ai pas vraiment de rituel associé à ça parce que je vais utiliser Mosalingua un peu à n'importe quel moment de la journée. En fait, typiquement, dès que je suis en train d'attendre, par exemple, je suis dans un ascenseur et que voilà, je sais que je vais rester 2-3 minutes dans l'ascenseur, j'en profite pour réviser quelques cartes. Quand je suis en train, je sais pas moi, d'attendre au restaurant, je révise quelques cartes, tu vois. Donc voilà, c'est pas vraiment un rituel, c'est une habitude qui est ancrée dans mon quotidien. Donc je dirais que le rituel, c'est plus quelque chose qui est fixe à un moment de la journée. Et voilà. Mais bon, on peut
on peut argumenter là-dessus, on peut dire que c'est la même chose. Ça dépend finalement de sa propre définition et de comment on voit les choses. Au final, le plus important, c'est pas vraiment ça. Le plus important, c'est parce que là, finalement, on est dans la nomenclature. La nomenclature, bon, c'est bien, ça aide à préciser, ça aide à avoir plus de clarté sur les concepts. Mais au final, ce que nous on veut, c'est mettre en place les bonnes choses concrètement dans votre vie qui font faire une différence sur le long terme. Et donc, que ce soit une habitude ou un rituel, ou les deux, ce qui est important, c'est d'identifier les choses qu'on fait régulièrement, automatiquement, d'identifier, ça fait partie des exercices que je donne dans le livre, d'identifier eh bien, les habitudes négatives qu'on a, c'est-à-dire celles qui ne nous avancent pas dans la vie, qui peuvent même être négatives, donc genre par exemple fumer, tu vois, ou passer trop de temps devant la télé, et essayer de les remplacer progressivement, et peut-être pas forcément entièrement, mais en tout cas partiellement, par des habitudes productives qui vont être positives. Donc je donne des exemples, tu vois, plutôt que de regarder une demi-heure, enfin 2 heures par jour la télé, bah allez, je diminue d'une demi-heure et cette demi-heure, je l'utilise pour bosser sur mon projet d'entreprise. Ou je fais une demi-heure, 1 heure en moins de télé, je fais une demi-heure en plus sur mon entreprise et une demi-heure de sport, par exemple. Enfin, il y a des tas d'exemples comme ça. Sur le long terme, ça fait une différence absolument énorme. Il y a tout un livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelle L'effet cumulé et qui montre que, tu vois, par exemple, juste sauter une part, enfin, si vous faites juste une fois par semaine ou par mois le fait de ne pas manger une pizza et de manger une salade à la place, sur le long terme, ça fait des différences absolument énormes dans votre poids, la santé de votre corps, votre longévité, votre énergie, etc. etc. Très bien. Je te remercie, Olivier. On va arriver à la fin de cet entretien. Il y a une question que j'aimerais te poser. Voilà, Oui. imagine-toi, on revient à tes 18 ans, quand tu te lances. Quel conseil tu te donnerais avec l'expérience que tu as maintenant pour aller encore plus vite, pour atteindre encore plus vite tes objectifs? C'est une bonne question. Tu sais, aussi une de mes missions avec ce livre, c'est que je me suis dit, j'aimerais, je vais créer le livre que j'aurais aimé avoir à 19 ans quand j'ai créé ma première boîte. Parce que j'ai fait beaucoup de bêtises. D'ailleurs, la boîte a failli couler au bout de 6 mois, hein. J'ai fait beaucoup de bêtises. Je courais comme un poulet sans tête. Je savais pas ce que je faisais. Donc, si je pouvais, tu vois, je dirais à mon alter ego de 19 ans, lis mon bouquin, ça va vraiment beaucoup t'aider. Mais voilà, bon, si j'ai pas de machine à voyager dans le temps et que je peux juste lui donner un conseil, je sais pas, par SMS, c'est un SMS qui vient du futur, ça serait, lis davantage de livres pratiques et de manière générale, forme-toi sur les sujets qui te passionnent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal, que j'ai mis beaucoup trop longtemps à comprendre. Et voilà, que ce soit mon livre ou n'importe quel autre, je veux dire, de toute façon, il y a plein d'excellents livres de business. J'en ai déjà cité plusieurs, La semaine de 4 heures. Il y a aussi Influence de Robert Cialdini. Il y a, voilà, il y a plein d'exemples. Formez-vous dans les domaines qui vous passionnent. C'est super important, les rebelles intelligents. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite pendant 8 ans. Lisez, essayez de lire au moins un livre par mois. C'est franchement pas trop dur. Et si vraiment vous aimez pas lire, lisez. Écoutez des livres audio. Aujourd'hui, il y a Audible qui propose plein de bouquins en français. C'est juste extraordinaire. Et si vous comprenez l'anglais, alors là, l'offre en anglais est 10 000 fois plus grande. Donc, allez-y. D'ailleurs, tout le monde a eu la chance de rater ses études est disponible au format audio. Ça, c'était l'instant pub. Mais voilà, je veux dire, vous avez accès à des milliers de livres au format audio. Donc, typiquement, si vous avez une vie normale, entre guillemets, vous passez un petit peu de temps dans les transports tous les jours, que ce soit en voiture, dans les transports en commun. Pour ceux qui sont dans des grandes villes comme à Paris ou Montréal, bah, typiquement, vous allez même passer 1 heure, voire 2 heures par jour dans les transports. Utilisez ce temps de manière productive. Utilisez ce temps parce que de toute façon, vous devez être là. Bah, apprenez, écoutez des livres audio ou lisez des livres normaux et ça va faire une différence absolument énorme dans votre succès. Ce que je dis toujours, c'est imaginez, vous lisez seulement 2 livres par mois, c'est pas non plus la mer à boire, c'est pas trop dur, c'est 1 tous les 15 jours, ça va. Au bout de 10 ans, imaginez la différence que ça fait. Ça fait 24 livres par an, 240 livres au bout de 10 ans. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que 240 livres de qualité, au bout de 10 ans, ça va faire une différence dans votre horizon intellectuel, vos compétences, votre capacité d'agir, votre capacité de réfléchir et votre succès? Bien sûr que oui. Votre vous qui a les 240 livres au top versus votre vous qui ne les a pas lus est fondamentalement différent. D'accord? Enfin, fondamentalement. Vous avez beaucoup plus de capacité, c'est sûr. Donc, faites-vous cette faveur et apprenez régulièrement. Alors, je parle des bouquins, ça peut être autre chose, hein. Vous pouvez suivre des cours en ligne. Aujourd'hui, avec Internet, le savoir est devenu extrêmement accessible. Donc,
Faites-vous cette faveur et votre moi du futur, il vous remerciera au centuple. Bah écoute Olivier, je te remercie. Donc on va rester sur cette conclusion. Lisez, apprenez et donc n'hésitez pas à lire le livre d'Olivier Roland, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études dans sa 2e édition. Je te remercie beaucoup Olivier pour toute cette franchise, pour toutes ces informations que tu nous as données. Je te souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci à toi. Salut. Allez, bye. Bon, excellent. Écoute, c'est parfait. C'est parfait. Donc,